Vlad l'Empaleur, Dracula, on connaît tous le nom. Mais aujourd'hui, on va gratter un peu le vernis du mythe pour découvrir l'histoire bien réelle et brutale de l'homme qui a inspiré cette légende. Alors, mettons les choses au clair. D'un côté, on a un prince bien réel du XVe siècle, prince de Valachie, connu pour ses méthodes, disons, expéditives. Et de l'autre, le vampire le plus célèbre de la littérature. La vraie question, c'est ça. Comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre ? Eh bien, l'histoire de cette transformation, c'est un mélange assez explosif de guerre, de propagande et de terreur pure. Allez, on plonge là-dedans. Pour vraiment saisir le personnage, il faut d'abord comprendre le monde qui l'a façonné. Et croyez-moi, c'était un monde d'une violence inouïe. La jeunesse de Vlad, c'est une succession de traumatismes. Imaginez, il naît, son père rejoint un ordre de chevalerie, d'où le nom, Dracule, le dragon. Puis, à peine adolescent, il est envoyé comme otage à la cour ottomane avec son frère. C'est là qu'il apprend les ficelles du pouvoir, à la dure. Et le coup de grâce, pendant qu'il est là-bas, son père et son frère aîné se font assassiner. Ça a allumé en lui une soif de vengeance qu'il ne l'a jamais quittée. Et ses ennemis jurés, ce qu'il détestait par-dessus tout, c'étaient les boyards, en gros, la noblesse locale. Une bande de nobles puissants, toujours en train de comploter, qu'il tenait pour responsable de la mort de son père. Pour lui, ils étaient corrompus et déloyaux jusqu'à la moelle. Toute cette violence subie dans sa jeunesse, la trahison, la captivité, le meurtre, a forgé sa conviction. Pour lui, il n'y avait qu'une seule façon de survivre et de gouverner, le pouvoir absolu et une terreur implacable. Alors quand il revient au pouvoir en 1456, il n'a qu'une idée en tête, mettre en place sa vision de l'ordre, un ordre absolu, maintenu par une cruauté tout aussi absolue. Et sa méthode de prédilection, c'était l'empalement. Il faut bien comprendre que le but n'était pas juste de tuer, non. C'était un spectacle, une démonstration de pouvoir théâtral conçue pour être la plus longue et la plus douloureuse possible, histoire de marquer les esprits. L'impact psychologique était maximal. Il a commencé par s'occuper des boyards, justement. La scène est tristement célèbre. Il les invite à un grand banquet de Pâques, et en plein milieu de la fête, il fait arrêter tout le monde. Les plus vieux sont empalés sur place. Une fête qui se transforme en véritable massacre. Sa philosophie était simple, et on la retrouve dans ses propres mots. En gros, sois fort et tu dictes les règles, sois faible et tu subis celles des autres. Pour lui, la force était la seule garantie de sécurité et il était prêt à tout pour l'obtenir. Mais le sommet de sa terreur, il l'a atteint pendant sa guerre contre l'Empire ottoman. En 1462, face à l'immense armée du sultan Mehmed II, il a eu une idée macabre. Juste devant sa capitale, Targovishte, il a créé ce qu'on a appelé la forêt des empalés. 20 000 prisonniers ottomans, tous sur des pieux. Le spectacle était tellement horrible que le sultan lui-même, pourtant un habitué des champs de bataille, a fait demi-tour. Mais les actions de Vlad, aussi terribles soient-elles, ne sont qu'une partie de l'histoire. Sa légende, elle, a été construite et surtout instrumentalisée par ses ennemis. Et là, c'est le grand retournement de situation. Juste après avoir repoussé les Ottomans, Vlad est trahi. Et pas par n'importe qui, par son propre allié, le roi de Hongrie, qui le fait jeter en prison. La question c'est, pourquoi ? La réponse, c'est de la pure manœuvre politique. Le roi Corvin avait besoin d'une bonne excuse pour emprisonner un héros de la chrétienté et au passage garder l'argent que le pape lui avait envoyé pour la croisade. Sa solution, une campagne de diffamation massive. Il a utilisé la nouvelle technologie de l'époque, l'imprimerie, pour inonder l'Europe de pamphlets qui décrivaient Vlad comme un monstre sadique. Et ça a marché. Ces histoires sont devenues de véritables best-sellers. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment l'image de Vlad a été complètement remodelée selon les intérêts de chacun. Pour les Allemands, c'était un monstre sanguinaire. Pour les Russes, un tyran, certes cruel, mais juste, un modèle de dirigeant fort. Et pour les Roumains, c'est devenu un héros national, le grand défenseur de la patrie. 3 versions radicalement différentes du même homme. Après plus de 10 ans en prison, Vlad est finalement libéré. Il règne une dernière fois, très brièvement, en 1476, avant d'être tué au combat. Il laisse derrière lui un héritage pour le moins compliqué. Et c'est exactement cette dualité qui perdure aujourd'hui. D'un côté, on a le héros national, célébré en Roumanie, le symbole de la résistance. De l'autre, le monstre sadique que le reste du monde connaît, celui qui a inspiré Dracula. La touche finale, la couche de mythe qui a tout recouvert, a été ajoutée des siècles plus tard, en 1897. Un romancier irlandais, Bram Stoker, qui connaissait très peu l'histoire réelle, a simplement emprunté le nom Dracula pour son personnage de conte vampire. Et voilà, le prince historique et le monstre de fiction sont devenus indissociables.
Alors au final, qui était vraiment Vlad? Un monstre, un pragmatique impitoyable ou un héros national, simplement le produit d'une époque incroyablement violente? La vérité, c'est que l'histoire est rarement aussi simple, et c'est peut-être ça la leçon à retenir.